Bonjour, un grand merci au Dr Lucier, à Mme Piccolo pour cette très gentille invitation. Pour Isabelle et moi, c'est vraiment un plaisir de contribuer à ces travaux importants qui sont ceux de vos organisations respectives. On expliquera pourquoi en cours de route, pourquoi donc on considère que ces travaux sont une grande valeur. On sait que la représentation sociale de la vieillesse est souvent négative. D'un point de vue individuel, plusieurs d'entre nous, on appréhende ou on redoute le vieillissement, surtout à partir du mi-temps de la quarantaine, du milieu de la vie, que certains vivent même comme une crise de la quarantaine. D'un point de vue collectif, on sait qu'une partie importante du discours sur la vieillesse est centrée sur des notions, par exemple, comme celle du fardeau, le fardeau que les personnes aînées pourraient représenter, soit pour leurs proches, soit pour la société en termes de coûts, par exemple, en termes de services de santé. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a aussi tout un discours qui vient du monde de la science et des technologies, qui vient beaucoup de Silicon Valley, donc des grands joueurs là, de l'Internet, des hautes technologies, un discours donc qui fait vraiment de la lutte contre le vieillissement et même contre la mortalité, sa principale mission. Cette vision-là, on l'appelle souvent le transhumanisme. Le transhumanisme, au fond, c'est une sorte d'idéologie qui soutient que l'on devrait utiliser au maximum les recherches, les découvertes scientifiques et les innovations technologiques pour transformer vraiment radicalement l'être humain, le transformer en tentant de l'améliorer ou de l'augmenter, c'est les termes qu'ils utilisent. Donc, il faut non seulement utiliser, par exemple, la recherche en médecine pour guérir ou pour pallier différentes incapacités, pour guérir des maladies, et ainsi de suite, mais aussi pour tenter d'améliorer l'être humain, en utilisant donc des nouvelles technologies, par exemple des biotechnologies, que ce soit des technologies qui visent à modifier le génome humain ou des thérapies cellulaires, des hautes technologies aussi comme des nanotechnologies, de plus en plus l'intelligence artificielle, des technologies qui permettent d'étudier ou d'intervenir directement sur le fonctionnement cérébral. Donc, utiliser toute la panoplie de technologies pour tenter d'améliorer l'être humain. Au départ, je me disais, bon, ce discours est assez radical et peut-être assez marginal aussi, et peut-être que ça vaut pas vraiment le coup d'y accorder beaucoup d'importance et de le prendre vraiment au sérieux. Mais depuis, en plus de mon travail de professeur à l'Université Laval, je suis aussi président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, donc je baigne beaucoup dans le discours de l'innovation technoscientifique, et je constate là que l'influence du transhumanisme semble de plus en plus importante, et je crains que ce processus continue. Donc, au fond, je me suis dit, il faut probablement prendre ce discours au sérieux. On sait, je le disais tout à l'heure, les grands géants du web, entre autres, sont peut-être les acteurs économiques les plus importants dans le monde d'aujourd'hui, et plusieurs de ces grandes entreprises maintenant investissent massivement dans des technologies qui visent à augmenter l'être humain et même à tenter de contrer le vieillissement ou peut-être même de vaincre la mort. Calico, ça c'est une compagnie donc qui est une filiale de Google, au fond, qui a été mise sur pied par Google, et le mantra, c'est que l'on veut vraiment solutionner la mort. To solve death, c'est ça la visée de cette entreprise. Donc Google y investit, et Google a aussi une espèce d'ingénieur en chef qui est Ray Kurzweil, qui est une espèce d'inventeur et futuriste, qui donc lui voit la mort comme étant essentiellement strictement négative, comme un défaut du corps humain, et qu'il faut refuser de capituler devant la mort. Donc ça, c'est l'espèce d'ingénieur en chef de Google qui fait de ce projet de vaincre la mort un des projets principaux qu'on devrait entretenir aujourd'hui.
Il y a plusieurs aussi donc, figures connues de Silicon Valley, Elon Musk, Peter Thiel, hein, qui sont des riches entrepreneurs et investisseurs qui investissent dans plusieurs compagnies qui sont alimentées par cette vision donc, transhumaniste. Une des autorités, disons, scientifiques les plus souvent citées par les transhumanistes est Aubrey de Grey, hein, qui est un biologiste qui s'intéresse beaucoup donc, au champ de la gérontologie et dont le projet scientifique principal est d'étendre vraiment radicalement la durée de vie. De Grey pense que les avancées en médecine régénérative hein, pourront un jour contrer le vieillissement biologique, hein, ou ce qu'on appelle la sénescence. Et il a dit hein, que le premier humain qui vivra jusqu'à 1000 ans serait déjà né. Hein, donc il s'attend à des découvertes majeures et révolutionnaires dans les prochaines décennies. Et ça, c'est le grand espoir qui anime les philanthropes là, qui financent ces entreprises. Évidemment, pour quelqu'un comme De Grey, disons les plus sérieux parmi les excentriques là, chez les transhumanistes, ce qui est visé, là, on veut lutter vraiment contre la sénescence, hein, contre le vieillissement biologique normal, contre la mort hein, par le vieillissement. Il sera toujours possible, évidemment, pour eux de mourir ensuite, par exemple, à un suicide ou suite à un traumatisme important, un accident, et ainsi de suite. Mais c'est, pour des gens comme De Grey, c'est la mort par vieillissement qui est visée. En attendant qu'on fasse des percées, hein, qui se laissent toujours attendre, hein, il ne faut pas se le cacher, plusieurs de ces riches entrepreneurs et investisseurs investissent dans des compagnies qui offrent des services de cryogénie. Hein. La cryogénie, donc, c'est ceux qui veulent que leur corps soit conservé, hein, un peu congelé au fond, pour que leurs organes et différents systèmes soient maintenus en bon état, le temps hein, qu'on fasse ces découvertes importantes et que de nouvelles technologies leur permettent un jour d'être décongelés et réanimés. Hein. Donc, c'est l'espoir qui anime ces personnes, mais il y a de vraies compagnies là, qui offrent ces services aujourd'hui. Donc, au départ, je me disais, bon, ça a quelque chose de loufoque, hein, d'un point de vue scientifique. Mais ce qui m'inquiète davantage que les excentricités des milliardaires, c'est au fond que ce discours, hein, qui est quand même porté par des personnes très influentes, très puissantes, que ce discours renforce, hein, au fond, la vision négative de la vieillesse et même de ce qu'on appelle en philosophie notre finitude, hein, le fait que notre vie ait un terme, qu'elle soit finie plutôt qu'infinie. Hein, donc un discours négatif sur notre mortalité et sur le vieillissement. Donc ça m'inquiète que ça ait cet impact secondaire-là. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que le transhumanisme, au fond, devienne graduellement hein, et peut-être subtilement ce qu'on pourrait appeler l'horizon éthique de la recherche scientifique et du développement technologique. Ce que j'entends par horizon éthique, c'est l'ensemble de valeurs qu'on cherche à réaliser par la technoscience, les grandes finalités, hein, nos buts. Qu'est-ce qu'on devrait chercher à atteindre via la recherche scientifique et l'innovation technologique? Je crains que le transhumanisme devienne cette espèce d'horizon, hein, qu'on devrait chercher donc à vraiment lutter contre le vieillissement en tant que tel et même contre la finitude. En plus de vouloir augmenter ou améliorer l'être humain. Hein. Donc, c'est une source d'inquiétude chez moi. Ce qui m'a peut-être convaincu d'être inquiet, au fond, alors qu'au départ, j'y accordais peu de crédibilité à ce discours, c'est que l'un des auteurs peut-être les plus influents dans les sciences humaines et sociales dans les 5 dernières années, hein, c'est l'historien Yuval Noah Harari, un historien israélien, qui est l'auteur d'un excellent livre hein, qui s'appelait Homo sapiens, ou Sapiens en français, hein, qui a été traduit en français, vous l'avez peut-être lu, qui était donc une histoire vraiment donc, de l'espèce, hein, de l'Homo sapiens en tant qu'espèce humaine, donc son origine, qu'est-ce qui fait en sorte que l'Homo sapiens donc, est devenu hein, l'espèce qu'elle est devenue, quelles sont les facultés cognitives hein, qui la distinguent des autres espèces, et ainsi de suite. Donc, il a écrit un très bon livre hein, sur l'histoire de notre espèce.
Donc, il n'y avait pas de problème particulier avec ce livre-là, mais il a tout de suite enchaîné avec un deuxième livre, hein, Homo Deus, l'homme-dieu, une brève histoire de l'avenir. Et ce livre-là me semble très problématique, hein, parce qu'il nous dit, au fond, à la lumière d'une bonne compréhension de ce qu'a été l'Homo sapiens, voici ce qu'on peut prédire, au fond, pour la suite. Hein. Voici quelles seront les grandes missions de l'Homo sapiens une fois qu'on a contré de grands problèmes, hein, qui mettent en péril notre espèce, par exemple les grandes famines, les grandes épidémies, les guerres vraiment interétatiques, hein, des guerres mondiales, et ainsi de suite. Maintenant qu'on vit beaucoup plus longtemps, que l'on a trouvé donc des solutions à ces différents problèmes, hein, sur le plan de la guerre et des famines et ainsi de suite, l'Homo sapiens ne va pas s'asseoir sur ses lauriers, il va se donner de nouvelles missions et ces nouveaux buts vont être de surmonter ces limites constitutives, selon Harari. Là, parmi ces limites qu'on va chercher à surmonter, hein, ben, on va tenter de devenir immortel, selon lui. On va chercher à atteindre un état de bonheur permanent et on tenterait de devenir des dieux, au fond, hein, d'atteindre le statut de divinité. Donc, ce seraient les grands projets. Hein, à la lumière de sa compréhension de notre passé, c'est ce qui se dessine donc, pour notre avenir. Personnellement, je trouve qu'il accorde beaucoup trop de crédibilité scientifique aux scénarios transhumanistes qui sont souvent inspirés de la science-fiction. Mais ce qui est important pour mon propos, c'est qu'il s'agit là d'un des auteurs, hein, un des leaders intellectuels les plus influents à l'heure actuelle. Il était cette année ou l'année d'avant au sommet économique de Davos, hein, où se réunissent les grands chefs d'État et les acteurs économiques les plus importants, où il a présenté à ces acteurs, hein, ses thèses, hein, qu'il a élaboré dans Homo Deus. Hein, donc, c'est une figure très influente, hein, moins marginale que les autres dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui vient, au fond, normaliser en quelque sorte ou donner une légitimité au discours de ceux qui pensent que la technoscience doit être au service de l'amélioration et de l'augmentation de l'être humain et de la lutte, hein, contre notre finitude et contre le vieillissement. Donc là, ça commence à être un discours, une mouvance qu'il faut prendre au sérieux, et ça en amène certains, dont c'est mon cas, dont moi, qu'un des projets qui doit être mené aujourd'hui par les philosophes, par d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est d'élaborer vraiment contre ce transhumanisme, hein, un nouvel humanisme, un humanisme qui s'inspirerait de l'humanisme de la période de la Renaissance, de l'humanisme de la période du siècle des Lumières, du début de la modernité, mais un humanisme qui serait réactualisé, hein, pour aussi l'adapter aux caractéristiques de notre époque. Et c'est dans ce projet de participer à l'élaboration d'un nouvel humanisme que notre réflexion, Isabelle et moi, au fond, vient s'insérer. Hein. Un des aspects de ce nouvel humanisme, hein, devrait être, entre autres, hein, de plutôt promouvoir l'acceptation des propriétés ou des caractéristiques fondamentales et distinctives, hein, des membres de notre espèce, hein, y compris nos limites. De les voir autrement, de plutôt chercher à les accepter que de tenter de les transcender. Hein. Et parmi ces limites, on trouve évidemment notre mortalité, le fait que notre existence, hein, est un terme, ce qui reste, hein, jusqu'à preuve du contraire, un fait tout simplement indépassable. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, hein, qui devraient nous motiver à accepter certaines de nos limites, hein, qui sont jusqu'à preuve du contraire indépassables, des raisons à la fois psychologiques, mais aussi des raisons philosophiques ou même métaphysiques. Évidemment, l'angle qui m'intéresse donc est plus philosophique ou métaphysique. Hein. Par métaphysique, là, j'entends donc les conceptions de nous-mêmes, hein, les conceptions fondamentales de l'être humain, et un des questionnements philosophiques qu'il faut se poser, au fond, qu'il faut poser à la lumière de ce discours transhumaniste, c'est est-ce qu'on est même capable d'imaginer comment il serait possible de donner un sens à une vie qui n'aurait pas de terme, hein, ou de conclusion, hein, ou même une vie qui serait de très longue durée. Est-ce qu'on est capable même d'imaginer comment réussir une telle vie ou lui donner un sens, hein? Et c'est beaucoup moins évident que ce que pensent les transhumanistes. Hein? Personnellement, je peux facilement m'imaginer, par exemple,
exemple, si on peut m'assurer une bonne qualité de vie, je peux facilement m'imaginer vouloir vivre, par exemple, jusqu'à 110 ans ou 115 ans ou jusqu'à la limite biologique de la vie humaine, vers 115, 120 ans. Si on peut m'assurer une certaine qualité de vie, je peux m'imaginer vouloir vivre jusque-là. Ça me permettrait, au fond, de réaliser des choses que je ne pourrais pas réaliser autrement. Peut-être que ça nous permettrait, Isabelle et moi, par exemple, de devenir arrière-grands-parents un jour. Si nos enfants sont jeunes présentement, peut-être qu'ils vont avoir des enfants. J'espère qu'on va devenir grands-parents un jour. Et si je pouvais vivre jusqu'à 120 ans, peut-être que je pourrais même devenir un arrière-grand-parent et ça pourrait être formidable. Mais c'est très différent de dire ça que de dire que j'aurais envie de vivre 10 fois plus longtemps, par exemple, de vivre jusqu'à 500 ans ou jusqu'à 1000 ans, ou même d'avoir une vie possiblement éternelle. À la lumière de ce que l'on est maintenant, il est difficile d'imaginer comment donner un sens à une vie qui serait radicalement plus longue ou même éternelle. Un philosophe influent au 20e siècle que j'affectionne pas particulièrement, mais qui a quand même eu des idées, qui a proposé des idées quand même fondamentales, c'est le philosophe allemand Martin Heidegger, a dit que l'être humain est un être vers la mort. C'est-à-dire un être qui est conscient de sa propre finitude, et comme on se sait de façon irrémédiable, on se sait mortel, ça fait en sorte que notre existence a une structure qui est temporelle, qui se donne dans le temps. Qui va avoir un début, qui va avoir ensuite plusieurs étapes ou épisodes, un développement en plusieurs étapes avec un milieu et éventuellement une fin. Et cette conscience de notre finitude fait en sorte que là, on a aussi, ça nous incite à nous projeter aussi dans le futur, mais en sachant que ce futur est borné ou limité, qu'il va avoir un jour un terme, étant donné donc notre finitude. Donc, ça fait partie, au fond, de notre conception de nous-mêmes, d'avoir cette conscience de notre finitude et qu'on existe dans le temps. D'autres, en philosophie et en psychologie, ont soutenu que la structure temporelle de notre vie et la conscience de la finitude nous incite aussi à penser notre existence comme un récit, d'où le sous-titre de notre conférence, la vie comme un récit. Isabelle va en reparler tout à l'heure. Donc, de concevoir notre existence comme un récit, encore là, ayant un début, un développement en plusieurs étapes et une fin. Et notre faculté, qui est la mémoire, nous permet de relier ensemble ces différents épisodes de notre existence. Comme on se sait exister dans le temps et qu'on se sait fini ou mortel, ça fait en sorte que pour la plupart d'entre nous, du moins, on ne vit pas comme si c'était notre dernier jour sur Terre. On ne vit pas dans une espèce d'éternel présent. Et parfois, on entend ça. Il faut vivre comme si c'était notre dernier jour, mais ce serait un conseil absolument désastreux que de vivre dans un éternel présent comme si aujourd'hui était notre dernier jour. Pourquoi? Parce que ce serait, au fond, complètement sacrifier les intérêts de ce qu'on pourrait appeler notre soi futur. Si on vit comme si aujourd'hui est notre dernier jour, pourquoi, par exemple, me soucier de ma santé? Si je me soucie de ma santé aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie, justement, de vieillir en santé. Pourquoi épargner et pas dilapider toutes nos ressources si, encore là, je me dis, il faut que je vive comme si c'était mon dernier jour? Pourquoi s'engager dans des causes qui demandent vraiment un travail continu, une collaboration avec d'autres? Pourquoi maintenir des relations qui sont parfois très satisfaisantes, mais qui sont parfois difficiles si je me dis encore là que si je ne pense pas non plus à mon avenir? Donc, ce serait, on ne vit pas spontanément comme si c'était notre dernier jour. On prend en considération aussi les intérêts qu'on va avoir plus tard dans notre parcours. Donc, on ne vit pas comme si c'était notre dernier jour. Je vais dire aussi pourquoi on ne vit pas et on ne devrait pas vivre comme si nous étions éternels. Mais l'idée, c'est que la conscience de notre finitude structure de façon très profonde notre conception de l'existence. Et comme je disais, c'est cette conscience qui fait dire à plusieurs que la vie humaine a une dimension narrative. Une dimension narrative, donc je pense que c'est une idée qui est importante. Elle peut aussi être, disons, poussée ou exagérée en cette analogie entre la vie humaine et, disons, les récits ou des arts narratifs comme le film ou comme le roman. Il faut faire attention jusqu'où on veut aller avec l'analogie, parce que
l'analogie peut nous induire en erreur aussi. Une vie normale est quand même beaucoup plus fragmentée qu'un récit linéaire et cohérent. On change énormément dans une vie, de la petite enfance jusqu'à la vieillesse, on change énormément. Parfois, on fait des erreurs, on se réoriente. Parfois, l'adversité fait en sorte qu'on va être transformé profondément, la maladie, des accidents, des pertes, et ainsi de suite. Parfois, on change nos valeurs ou nos croyances de façon assez fondamentale. Donc, il y a aussi il y a une certaine fragmentation dans notre parcours de vie. Mais je pense qu'on peut retenir quand même certaines choses de cette idée que la vie a un aspect, que l'existence peut être comprise à une dimension narrative. On peut comprendre ça au moins comme le propose le philosophe montréalais Charles Taylor, qui nous dit au fond que l'être humain est un animal s'auto-interprétant. L'être humain serait constamment dans un processus d'auto-interprétation où on cherche toujours à comprendre notre expérience, on vit quelque chose et on tente de le comprendre, on tente de le mettre en récit ou de lui donner un sens et même souvent une certaine cohérence. Donc c'est en ce sens-là où la sphère du discours est toujours liée au fond à notre expérience vécue. Et ce processus d'auto-interprétation se fait dans le cadre d'une conception de nous-mêmes comme un soi qui évolue dans le temps et qui a une vie à vivre. Donc, Isabelle reviendra sur cette dimension tout à l'heure. Avant de lui céder la parole, je veux mettre de l'avant un autre argument qui me semble personnellement très convaincant contre le désir d'immortalité de certains. C'est un argument qui a été fait entre autres par un philosophe anglais-britannique important du 20e siècle, Bernard Williams, qui nous disait dans ce texte qu'une vie éternelle deviendrait nécessairement, selon lui, à un moment ou à un autre, dénuée de sens et même d'un ennui insupportable. Ce qui l'amenait à dire ça, c'est que après, selon lui, un certain nombre d'itérations ou de répétitions, tout ce qui nous anime dans la vie, tout ce que l'on aime, tout ce que l'on valorise, toutes les activités qui donnent un sens à notre vie ou qui nous procurent une satisfaction, des plaisirs, ces activités, au fond, doivent, en quelque sorte, venir en quantité limitée ou venir avec une certaine rareté pour avoir une valeur. Que ce soit des plaisirs aussi simples que pour ceux qui aiment le chocolat noir, par exemple. Je pense que c'est un exemple qu'on donne souvent. 1 ou 2 carrés de chocolat noir, ça peut procurer un certain plaisir, mais après le 12e, on comprend rapidement que le plaisir n'est plus là. Mais pour Williams, si on s'imagine ce que signifie véritablement l'immortalité, même des activités qui sont réputées donner un sens à la vie, que ce soit s'engager auprès de ses proches, ou poursuivre, faire de la recherche scientifique, avoir une démarche artistique, faire de la philosophie, faire du bénévolat, s'engager en politique, que même toutes ces activités à terme, dans le temps, on se lasserait au fond de ces activités. Et évidemment, ça fait penser à cette phrase célèbre de Woody Allen, que vous avez peut-être déjà entendue, où il dit quelque chose comme l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Mais c'est un peu le sens du propos de Bernard Williams, que même les activités auxquelles on accorde le plus de valeur maintenant, dans une vie où on vivrait 500 ans ou 1000 ans, on se lasserait et il faudrait constamment essayer de se réinventer. Et c'est l'autre argument qui est fait par Williams. On pourrait dire, oui, mais la réponse à ça, c'est tout simplement de varier vraiment radicalement nos expériences, de se réinventer et ainsi de suite. Mais Williams nous dit que pour qu'on ne se lasse pas de ces activités, il faudrait presque le soi
disparaissent, au fond, hein, qu'on devienne littéralement une autre personne pour que l'on ait envie de se réinvestir et qu'on redécouvre certains plaisirs. Mais si on pense que le soi doit disparaître, hein, pour qu'une vie immortelle ait un sens, bien, on n'est plus véritablement en situation d'immortalité. C'est-à-dire que c'est pas moi qui serai immortel, hein, c'est que moi, je donnerai naissance à d'autres soi, d'autres identités verraient jour. Et on change donc le sens de l'immortalité si on dit ça. Hein? Donc, pour moi, c'est une démonstration philosophique très convaincante. Hein? On serait plus proche, au fond, de ce que certaines traditions religieuses et spirituelles appellent la réincarnation, hein, que la véritable immortalité du soi, c'est-à-dire une même identité personnelle qui perdure, hein, dans le temps. On serait plus là pour Williams. Hein? Et ça, ce serait la condition pour que l'immortalité soit soutenable. Donc, pourquoi revenir sur ces développements philosophiques? C'est que, personnellement, en tout cas, ce que ça me fait penser que ceux qui voient le vieillissement et la mort en tant que tel comme un mal ou comme des maux, hein, réalisent peut-être pas jusqu'à quel point la finitude est une propriété fondamentale de notre être au monde et qu'il est très, très, très difficile de savoir comment on pourrait donner un sens à notre vie, hein, réussir notre vie en l'absence, hein, de cette conscience de la mortalité. Donc, ce que je dis, c'est pas que ce serait impossible de donner un sens à une vie en situation d'immortalité. Je suis pas capable de démontrer ça. C'est qu'on ne sait même pas comment on pourrait s'imaginer, au fond, mener une vie qui a un sens dans un tel contexte. Hein. Ça exigerait, au fond, une sorte de révolution pratiquement métaphysique. Hein. Il faudrait être très fortement différent de ce que l'on est maintenant, que la psychologie humaine soit radicalement différente, hein, pour que l'immortalité ou une très, très, très longue longévité soit souhaitable et même tolérable pour nous. Et cette révolution métaphysique, hein, d'abord, il faut le dire, et même scientifique, hein, me semble très invraisemblable. Hein. Je recommande à personne de retenir son souffle, hein, parce qu'il n'y a pas d'avancée scientifique qui permettent vraiment d'accorder de la crédibilité à cette idée, hein, qu'on va stopper le vieillissement ou vaincre la mort. Mais surtout, ce sur quoi je vais insister, c'est que d'un point de vue philosophique et éthique, c'est pas du tout clair que c'est même souhaitable, hein, de poursuivre ces objectifs. Hein. Pourquoi? Parce que notre finitude, hein, la conscience que notre existence a un terme, bien, ça nous incite à valoriser le présent. Hein. On sait que notre temps sur Terre est limité. Donc, ça nous incite à valoriser le temps que l'on a sur Terre. Ça nous incite à réfléchir sur ce que l'on veut vraiment. Hein. Ça nous incite à réfléchir sur ce qui compte, sachant que notre temps, notre existence n'est pas infinie. Ça nous incite à planifier, hein, aussi. C'est-à-dire, bon, voici ce qui compte pour moi, voici à quelles conditions je vais pouvoir dire ma vie a eu un sens, j'ai réussi ma vie, et donc je dois planifier. Hein. Comment réaliser ces valeurs ou atteindre ces buts? Ça nous invite à voir, voici les différentes étapes, hein, que je dois que je dois réaliser, hein, pour donc arriver à mes fins. Hein, et c'est quelque chose qu'on fait toujours. Hein. Même en vieillissant, on continue à planifier pour tenter au fond, de réaliser, hein, les valeurs qui sont importantes pour nous ou d'atteindre, hein, les finalités qui demeurent importantes. Et aussi, hein, une fois qu'on est rendu au crépuscule de notre vie, cette finitude nous incite, hein, à jeter un regard rétrospectif, hein, sur notre parcours, sur notre trajectoire, et à évaluer au fond, hein, jusqu'à quel point on est satisfait de notre vie et de faire ressortir au fond ce qui a donné un sens à notre existence et de prendre les décisions aussi pour comment on veut terminer notre existence. Hein. Mais tout ça dépend, hein, justement de cette finitude et du caractère, disons, temporel de notre vie. Donc, ça explique, hein,
notre inconfort hein, avec à la fois le discours social plutôt négatif sur le vieillissement et aussi avec les fantasmes du transhumanisme. J'ai pas le temps de m'y attarder ici parce que je veux laisser du temps pour le clou vraiment de la présentation, c'est-à-dire la partie d'Isabelle. Mais il y a cet épisode de l'excellente télésérie Black Mirror qui est diffusée sur Netflix qui traite précisément du sujet dont je vous ai entretenu jusqu'ici avec un dialogue entre les deux personnages principaux qui se demandent hein, si une vie éternelle, virtuelle, mais quand même éternelle, serait souhaitable ou non. Et une des personnes, je vous donne pas, j'ai pas de divulgachage, je vous dis pas comment ça finit, mais un des personnages dit à un moment donné, mais qui peut donner un sens à l'éternité? Hein? Donc c'est une télésérie que je vous recommande. Si j'avais eu plus de temps, hein, donc l'idée, hein, c'est que de prendre conscience de sa finitude et de réfléchir hein, au vieillissement, à la fin de vie, à une valeur hein, pour tenter de donner un sens à notre vie. Hein. C'est déjà un enseignement que le philosophe stoïcien Sénèque donc, nous avait partagé avec nous. Hein. Mais rien ne te disposera à la tempérance en toute chose, comme de songer souvent que la vie est courte et de plus incertaine. Quoi que tu fasses, pense à la mort. On est conscient que cette posture que l'on recommande est exigeante aussi. Hein, elle exige un certain courage hein, face à nos limites, face à notre finitude, à notre mortalité, une certaine lucidité hein, par rapport à la réalité. Donc, c'est une posture qui est exigeante. Certains vont vouloir trouver justement dans la philosophie, en particulier dans la philosophie ancienne, hein, Épicure, les stoïciens, plus tard Montaigne, et ainsi de suite, une sorte de consolation hein, par rapport à notre mortalité. J'ai pas le temps de faire cette démonstration maintenant, mais au fond, je pense qu'on peut toujours trouver des enseignements dans la philosophie ancienne, ça me paraît clair, mais le contexte hein, des philosophes, hein, de Socrate jusqu'aux philosophes romains comme Cicéron, par exemple, qui ont réfléchi à la mort, était très différent du nôtre. Et ce que je voudrais faire ressortir aussi, c'est qu'il y a des limites à ce qu'on peut aller chercher dans des systèmes philosophiques aussi différents et qu'on a besoin de d'autres ressources que trouver une espèce de refuge dans la philosophie, par exemple, stoïcienne. Mais je ne pense pas qu'on soit démunis pour autant. Je pense qu'il y a des approches hein, psychosociales contemporaines qui peuvent nous aider. C'est pourquoi j'ai demandé à Isabelle donc, de venir nous parler d'une approche qui me semble fortement complémentaire avec le propos que j'ai tenu jusqu'ici. Merci, aucune pression. Je vais le prendre positivement. Alors, bonjour. Alors, c'est la petite flèche ici, oui? Non? Hop. Gauche-droite. Ah, c'est ça. Gauche-droite. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut le bouger un peu pour que je puisse... Bon. Bonjour. Oui, pour faire suite à ce que Jocelyn vient de parler, en fait... je me suis attardée effectivement au titre qu'on a donné à notre présentation, « La vie comme un récit ». Combien intéressant j'ai trouvé travailler sur ce sujet. Et donc, la vie comme un récit, on parle de récit, évidemment, le récit peut-être le plus important est celui de notre vie. Et comme Jocelyn l'a mentionné, un récit qui est structuré, hein, ayant un début, quelques chapitres, et on espère une conclusion qui sera positive. D'où la notion de vieillissement dont je vais vous entretenir. Assez naturellement, on le sait, hein, on parle en recourant à des histoires, et des histoires qui vont, en fait, influencer notre façon d'être au monde. Et c'est ce dont je vais parler un petit peu pendant le bout de ma présentation. On sait aussi que le même événement, évidemment, peut mener à plusieurs histoires, à différentes interprétations. En écrivant ces lignes, je n'ai pu m'empêcher de penser à une histoire personnelle. Je vais en parler de façon brève, mais tout de même, c'est qu'il est arrivé quelque chose d'assez prégnant dans ma vie familiale. Et pour épargner les détails, mais tout de même, mon père a eu un accident assez grave il y a quelques mois de cela. Et donc, il s'est retrouvé à l'hôpital en traumatologie avec différents traumas. Donc, c'est assez grave. Il est à Québec, ma famille est à Québec, je l'ai rejoint.
Et donc, c'est pour moi d'avoir l'opportunité, le privilège d'observer, en fait, chaque histoire que nous y avions, qui était différente d'un membre de la famille à l'autre. Je suis issue d'une famille de 4 enfants. Et évidemment, c'est un événement objectif. Hein? C'est un événement grave qui a demandé une grande chirurgie. Là, il s'en remet tranquillement. Et il était dans le lit d'hôpital. Et quand je suis arrivée près de lui, une des premières choses qu'il m'a dites, ben, il ne voyait rien. En fait, il était très enflé de partout, différentes fractures au visage et autres. Mais pas à ma grande surprise, parce que c'est un homme qui a une vision très, très positive de la vie, mais tout de même... il m'a dit quelque chose comme ouais, ça a l'air grave ce que j'ai eu, parce qu'il y avait eu aussi une commotion, donc il se souvenait, mais il n'était pas conscient de ce qui lui était arrivé. Alors il dit ça a l'air grave ce que j'ai eu, mais je trouve que c'est un événement heureux parce que je suis entourée de mes proches et de ma famille et ça fait en sorte que je suis heureux. Alors, j'ai trouvé ça très touchant, mais en même temps, ça correspondait aussi à la façon qu'il interprète de façon générale les événements. Il n'a pas parlé de la souffrance, il n'a pas parlé d'autre chose, c'est ça qu'il a dit. Évidemment, je suis à Montréal, le reste de ma famille est à Québec, donc d'être près de lui souvent, ben, c'est plus difficile, on l'essaie, mais tout de même. Alors, pour lui, et ça continue comme ça tout au long de l'épisode à l'hôpital, un peu pour montrer une autre histoire qui est celle de ma mère, qui, elle, hein, du jour au lendemain, basculait dans le rôle de proche aidante, elle-même vieillissante, qui va avoir 80 cette année. Elle est en forme, elle est active, mais tout de même, on le sait, à 80, vous en êtes probablement témoin pour certains, pour d'autres, même moi, je le vis, puis je ne suis pas encore très, très vieille, mais tout de même, la fatigue et autres. Donc, elle, ce qu'elle me dit, en fait, une des premières choses qu'elle me dit, c'est je suis très heureuse d'avoir eu mon mari toutes ces années. Ils vont fêter leur 55e année de mariage. Donc, je suis très heureuse d'avoir eu ce conjoint autant d'années en forme avec moi. On voyait déjà dans son discours poindre, en fait, les pertes qui pouvaient être associées à ce qui venait d'arriver avec l'accident et aussi toutes les préoccupations associées justement au rôle de proche aidant, les soins, elle était inquiète aussi de comment en prendre soin, quelle aide elle allait avoir et tout. Alors, c'est très compréhensible, mais évidemment que son histoire et son interprétation de l'événement était tout autre au moment où c'est arrivé. Je pourrais passer tous les membres de la famille comme ceci, mais bon, j'arrêterai là. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire assez facilement. Avec cela, hein, les mots choisis pour décrire vos histoires sont évidemment liés à toutes sortes d'événements qu'on a vécus et c'est assez puissant en fait. Si je vous dis par exemple le vieillissement, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête spontanément sans même y réfléchir? Je crois bien que ce ne sera pas tout le monde qui vont avoir les mêmes mots en tête et ça va être orienté, influencé par les événements que vous avez vécus à travers votre vie. Hein, ce n'est pas surprenant que je vous dise ça. J'ai fait l'exercice très informel de le demander à mes proches et à certains collègues de travail. Et effectivement, plusieurs mots étaient différents. J'ai noté tout de même que la plupart des mots qui étaient associés au vieillissement, et j'en parlais tout à l'heure, Jocelyn a mentionné brièvement hein, la notion de sénescence, étaient beaucoup liés au vieillissement biologique, la fatigue, les rides, etc. Un autre fait intéressant, je me souviens d'une de mes collègues qui me dit à peu près en 1 minute, après que je lui ai posé la question, j'avais déjà accès à la construction d'un début d'histoire. Elle me dit, ben, je pense à ma mère qui faisait de l'Alzheimer et donc je me souviens d'avoir pris soin d'elle, d'avoir senti la culpabilité parce que j'étais pas là assez souvent. Elle avait l'Alzheimer, elle se répétait, parfois je trouvais ça ennuyant. Et là, on est à peu près à 40 secondes. Là. Alors, assez rapidement, cette histoire se construisait. J'ai fait ressortir, en fait, cette citation de Michael White. Dans chaque expression, il y a tout un monde. Je trouve qu'elle est très parlante pour ne pas faire de jeu de mots. Expression aussi qui a été récemment ressortie par André Grégoire, un des formateurs très importants ici au Québec, en fait. Cela dit, alors, il existe évidemment, comme le Jocelyn l'a dit un petit peu tout à l'heure, des réalités objectives. Hein? On ne peut pas nier que tout le monde vieillit, que tout le monde va mourir un jour. Par ailleurs, ce qu'on oublie parfois, d'après moi, au fil du temps, c'est que nos interprétations individuelles sont grandement, évidemment, influencées
hein, par notre environnement, par les idées, les valeurs qui sont véhiculées socialement. Par exemple, l'exemple qu'on donne très, très souvent, on peut dire que la façon dont le vieillissement est perçu par la société québécoise va être très différente, par exemple, que la société norvégienne. On parle aussi souvent du Japon, où les personnes âgées sont honorées, on en prend très grand soin, ils sont célébrés. Ici, j'espère que c'est fait à petite échelle, mais au niveau de la culture québécoise, parfois, je me pose certaines questions. Pour illustrer cela, justement, c'est intéressant parce que certains chercheurs se sont attardés, en fait, à l'influence des médias. Et je parle ici de Martine Lagacé, de Joël Lapointe et d'André Davignon. On parlait de l'Observatoire Vieillissement et Société. Certains d'entre eux en font partie. Ils se sont intéressés à la question comment les médias parlent-ils de la vieillesse? Et ils ont pour cela recensé 120 articles provenant du Globe and Mail et de la presse, des articles sur la thématique du vieillissement sur une décennie. Et ce qu'ils ont fait ressortir de cela, c'est qu'aucun texte en page couverture ne traitait du thème de vieillissement. Et pour eux, ça pourrait montrer en fait le caractère plutôt invisible, hein, que la personne âgée, renforcer ce stéréotype que la personne âgée donne peu à la société. Discours aussi, selon les articles qui ont été recensés, la grande majorité, en fait 70% des articles, se situaient à deux extrémités. Un où, en fait, les personnes âgées étaient vues comme un poids pour la société, et l'autre, très à l'opposé, ces personnes âgées qu'on voit comme le jeune vieux, hein, cette personne exceptionnelle qui fait tout malgré son âge. J'aurai des illustrations à la prochaine diapo là-dessus. L'angle choisi aussi par les médias dans ces articles-là était, je ne sais pas si vous allez être étonné, je ne l'étais pas malheureusement, était celui de parler du vieillissement presque exclusivement en termes économiques. Hein? Qu'est-ce que ça coûte pour la société? Illustration, comme je vous disais, de ce jeune vieux, c'est dans un livre très beau dans son esthétique d'Alice et de Richard Matikin en 2009. Ce sont de vraies personnes, je vous le dis, des personnes qui, en fait, dans ce livre, ils parlent de portraits de certaines personnes âgées, ils ont des photographies et ils en font aussi des toiles. Alors, vous verrez cette dame de 81 ans, retraitée, danseuse et aussi yogi. Moi-même, je ne crois pas être capable de faire cette pirouette, mais bon. Et d'autre part, cette dame de 75 ans, amateur de planche à voile à roulette. On comprendra que c'est probablement pas la majorité des personnes âgées et moins jeunes qui sont capables de faire ça, mais ça peut tout de même influencer la façon dont on peut voir le vieillissement quand on a ces deux opposés et qu'on retrouve moins d'articles ou de choses qui sont dites sur celles qui se retrouvent plus au centre de ce pôle. Alors, conception narrative, moi je suis principalement inspirée en vous parlant d'une approche narrative que j'aurai seulement le temps malheureusement d'effleurer. Il y aurait tellement à dire sur cette approche qui est très complexe, on peut le dire, mais tout de même, c'est une conception narrative qui, en fait, m'a influencée dans ma vie, moi, personnelle, mais aussi professionnelle, parce que c'est une approche qui est aussi une thérapie narrative qu'on peut utiliser en travail clinique, en intervention, qui est très, très intéressante. Donc, celle-ci est celle proposée à la fin des années 70 par deux psychologues australiens. Donc, celles qui connaissent l'approche reconnaîtront ces deux hommes. Michael White, qui est décédé en 2008, et David Epson, qui est heureusement encore vivant. Et donc, pour eux, en fait, la vie est avant tout considérée du point de vue de celui qui en fait le récit. Les mots qu'on utilise avec cette approche, cette conception, sont très, je dirais, très importants. Hein? C'est très judicieux. Les choix, un mot par rapport à un autre, vont avoir un sens, une signification, une interprétation différente, comme vous pouvez le voir. Je trouve ça intéressant. Dr. Lucie, qui nous a présentés comme des experts, je dirais que le mot expert, on n'en parle pas comme ça en approche narrative. Merci tout de même de nous donner cette importance, mais on va parler par exemple d'auteur. Hein? On est auteur de sa propre vie. Et par exemple en intervention, ma posture d'intervenant ne sera pas celle d'un expert. Ça sera être au mieux celle de co-auteur peut-être dans ce récit. Mais tout viendra de la personne parce que c'est son récit à elle.
Ils présentent aussi une vision et une compréhension différente des problèmes que nous vivons. Alors pour eux, les problèmes, ce sont des réalités construites socialement, à partir évidemment des relations qu'on entretient avec notre environnement. Ce qui est intéressant avec la notion de se voir comme un auteur de son propre récit est le fait que quand on est insatisfait du récit qu'on a écrit, qu'on est en train d'écrire, on a tout de même le pouvoir de tracer la voie des histoires qui existent à l'extérieur des problèmes, ce que je vais parler un petit peu plus tard pour vous donner quelques exemples de cela. Certaines histoires aussi qu'on se raconte, malheureusement, peuvent nous enfermer dans une perception de nous-mêmes qui est insatisfaisante. Par exemple, si on se voit comme, et qu'on parle de nous-mêmes, ce que je vois en travail aussi clinique, je suis inutile, je suis un fardeau. Vous voyez comment cette façon de nommer le fait d'être inutile, je suis, nous fournit une description qui est plutôt mince, comme on appelle avec l'approche narrative, ou encore pauvre. On laisse de côté plusieurs dimensions de l'identité de la personne à ce moment-là. Donc, ces histoires qui sont dites dominantes laisse peu de place, malheureusement, à la construction d'histoires qu'on appelle préférées ou des histoires alternatives. Ce sont celles qui vont retracer les forces, les ressources que nous avons, que des fois, malheureusement, qu'on a laissées de côté à travers le temps, et qui nous permettent de nous aider à nous développer dans le sens de nos valeurs, de qui on veut être. Ça, c'est très important et vous, évidemment, c'est évident que ça va nous rapprocher aussi d'une vie qui a un sens. À partir de cela, en fait, la construction de nouvelles histoires est possible. Une des voies pour y arriver est l'externalisation. Ça, c'est une notion centrale à l'approche narrative que je trouve extrêmement importante et intéressante. Comme je vous disais tout à l'heure que ça influence même moi dans ma vie personnelle. La façon de nommer les problèmes, par exemple, avec mes enfants, je vais utiliser l'externalisation pour tranquillement, peut-être un jour, ils me rappelleront ou me reparleront de cette approche et je pourrai leur enseigner davantage. Mais avec l'externalisation, on voit que le problème est le problème, et que la personne est la personne. Ce que ça veut dire, c'est une façon d'objectiver le problème, de mettre une distance avec ce problème. Plutôt que de s'identifier au problème. Je suis vieux et inutile, on voit très bien qu'il y a une fusion, juste en le disant, entre le problème et la personne. Ce qui est très différent de parler, par exemple, du sentiment d'inutilité, où là, on voit une distance. Et ce qui peut être très utile dans cette façon de nommer, de comprendre le problème, c'est que ça renforce notre capacité d'agir. Ça peut aussi permettre de diminuer un blâme. Si on a cette façon de nommer un problème, on peut faire équipe avec nos proches, avec les membres de notre famille contre un problème parce que c'est comme si on le mettait à l'extérieur de soi. Donc, ça peut être très important dans notre façon de faire face à des problèmes comme ceux-ci. Pour donner un exemple et pousser un petit peu plus loin avec la notion de vieillissement, actuellement, il y a une confusion, je dirais, assez grande chez une grande partie de la population entre l'avancée en âge et aussi la sénescence, dont Jocelyn a parlé tout à l'heure, ce processus de vieillissement biologique. C'est très différent si je parle d'une histoire que l'on conçoit, une histoire, oui, différente si on conçoit la notion de vieillissement comme une série de changements dans la perception d'une vie, plutôt qu'uniquement en termes d'usure, de déclin physique. À ce moment-là, on va probablement associer le vieillissement beaucoup plus par des pertes de capacité, des limitations. Je pense à l'Alzheimer où parfois on a un discours qui est très, très médical. On va parler de la personne par ses symptômes. Vous voyez l'importance que ça peut avoir dans l'interprétation et dans la façon que la personne construit son identité. Je suis Alzheimer. Est-ce que je peux être autre chose? Oui, évidemment, et c'est d'avoir accès à ces autres choses-là qui peut nous aider si on est insatisfait de changer un petit peu notre vie, ou du moins son récit. Et donc, cette conception narrative qui est réduite au processus de vieillissement biologique, elle peut induire l'idée qu'il faut lutter contre le vieillissement, ce qui revient à l'idée aussi à la notion de transhumanisme, toujours repousser les limites du vieillissement et même l'abolir ou faire en sorte qu'on ne vieillisse plus ou même qu'on soit éternel. Alors, bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on a une pensée
J'espère qu'on n'a pas cette pensée ça ici dans la salle, mais parfois oui, ça peut arriver que, et c'est très présent en fait présentement dans la société, c'est que de bien vieillir, qu'est-ce que ça devient ne pas vieillir, hein? Ça c'est on peut le voir, une pensée qui est linéaire et plutôt négative. Alors, et ça va avoir une influence aussi, non seulement ça, mais quand même une influence importante sur la façon qu'on s'identifie à la vieillesse. Ce qui peut être aussi devenir, je dirais, un problème ou un défi, c'est lorsque on se construit une histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle une histoire dominante, qui devient très rigide, qui devient même comme un état cristallisé, hein, qui ne laisse plus de place à ces petites histoires alternatives et qui, à un certain moment donné, constitue son identité. Par exemple, celle de vieux. Ça peut être très difficile et très souffrant pour certains. L'image que j'en ai, hein, en fait, le vieux, celui ou celle qu'on ne veut pas être. L'exemple que j'ai, c'est un exemple clinique. C'est cet homme, bon, j'ai travaillé dans une clinique médicale, un groupe de médecine familiale, une unité de médecine familiale, clinique que j'aimais beaucoup, avec laquelle je suis encore associée. Cet homme qu'on me réfère, un médecin en fait, un homme qui approchait la soixantaine, allait avoir son 59 ans bientôt. Difficile d'identifier quel problème, mais bon, il va pas bien, il est en détresse certaine, peut-être quelques symptômes dépressifs. Et c'est en parlant avec lui, parce qu'il y avait la difficulté à nommer son problème, et ce qu'il me disait, du jour au lendemain, je me suis levée et j'avais plus de point de repère. Bon, d'accord, travaillons avec ça, voyons voir. Mais c'est en parlant avec lui hein, qui m'a dit en ces mots, on a identifié en fait, ça venait de lui, là, que c'était très difficile pour lui de vieillir et même de s'associer, justement, ça venait de lui-même à cette catégorie de vieux. Il a dit, moi là, j'appartiens pas à cette gang de vieux. Alors voyez-vous, c'était intériorisé de cette façon-là. C'était assez parlant pour moi. Alors, évidemment, on a travaillé un peu pour essayer de trouver des repères différents, des moments différents dans sa vie qui faisaient en sorte qu'il pouvait changer éventuellement son interprétation qui se faisait lui-même comme être, comme homme vieillissant qui apporte plein de choses et plein de beauté. Alors, ça, c'est un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. Exemple justement de porte d'entrée, parce qu'on parle d'histoire alternative. Hein? Je vois l'histoire dominante comme un chemin, une voie hein, qu'on a ouvert au fil du temps. Par ailleurs, dans notre vie, évidemment, il y a toujours des petits chemins de côté qu'on peut prendre, différentes directions, qu'on, pour une raison ou une autre, choisit de ne pas prendre, mais il y a quand même des débuts hein, de chemin qui sont là, mais on ne les a pas pris. Par ailleurs, ces débuts de chemin-là, parfois, pourraient nous mener à des histoires qui sont plus satisfaisantes. En approche narrative, on parle de moments d'exception, de moments uniques. Moi, j'ai préféré les moments de bifurcation que, encore là, André Grégoire, que j'affectionne particulièrement, lui, il les nomme comme ça. Je trouve que c'est l'image de bifurcation est très belle pour identifier ces moments-là qui pourraient nous permettre hein, d'avoir accès à une histoire différente si on en a besoin. Une histoire qui nous rapproche, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nos valeurs, de qui on veut être. Histoire, évidemment, hein, c'est pas si simple que ça. Si on a une histoire qui est dominante, qui est très forte, cristallisée, bien, il y a tout un travail de la comprendre, de comprendre les effets, de voir que cette histoire n'est pas utile à notre bien-être, de la déconstruire pour ensuite arriver à reconstruire et à nourrir une histoire qui serait différente et plus satisfaisante, comme j'ai dit tout à l'heure. Des exemples hein, associés au vieillissement, un changement positif dans les rôles sociaux de la personne qui vieillit, l'acquisition de transmission de savoir, des obligations, des responsabilités qui vont être différentes, dans beaucoup de cas moins anxiogènes, la possibilité d'être davantage en paix avec soi-même, les attentes, les regrets vont être vécus différemment et aussi beaucoup de se recentrer sur ce qui a de la valeur pour soi. Ce qui est intéressant, c'est cette courbe ici qu'on pourrait en fait, on pourrait être surpris de la voir, je vais vous l'expliquer, oui et non. Ce sont deux auteurs, en fait, deux économistes, Blanchflower et Oswald, qui ont mené une étude assez robuste, en fait, dans les années, en 2008, et ils ont voulu savoir, en fait, là on voit en anglais « happiness, well-being »,
mais vraiment, ça s'attachait plus à la satisfaction par rapport à sa vie. La question centrale de leur étude était de savoir, toutes choses étant égales, êtes-vous satisfait de votre vie actuellement? Et voilà. Et ils ont en fait eu accès à un très, très grand nombre de données dans plus de 70 pays. Et cette courbe se reproduisait, en fait, dans les pays différents, qu'on soit d'un pays ou d'un autre. Et aussi, il n'y avait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Et c'est une étude qui a été reproduite à maintes reprises jusqu'à tout dernièrement. Et on retrouve plus ou moins la même courbe. Jocelyn a parlé de la crise de la quarantaine tout à l'heure. Des fois, on parle plus de la crise de la cinquantaine, tout avance une dizaine d'années, où là, il y a un creux. Moi, je devrais me retrouver là-dedans. Je ne le sens pas encore, on va voir d'ici quelques années. Donc ça, on en parle beaucoup, mais ce qui pourrait être surprenant, et peut-être pas pour vous, mais c'est le fait que la satisfaction par rapport à sa vie était à un point le plus élevé à l'âge de entre 70 et 75 ans. Hein? Donc ça vient c'est un peu une contre-histoire, une histoire alternative à l'histoire plus dominante dont je vous ai parlé depuis le début, où le vieillissement pourrait être attaché à plein de choses qui sont plus négatives. Plein de choses peuvent expliquer ça, évidemment, ici, évidemment, dans le creux ou la crise qu'on peut vivre dans les années, lorsqu'on a aux alentours de 45, 50, 40 ans. Nous, on l'a vu aussi dans notre génération, hein, parents avec des jeunes enfants. Oui, alors la conciliation travail-famille, les attentes au travail, moi je ne vis pas ça, mais des fois c'est un genre de perte de contrôle parce qu'il y a des attentes de partout, on sent qu'on a de la misère à répondre à ces attentes-là. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Et rendu, en fait, à cet âge, 70-75 ans, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une question reliée aux facteurs plus environnementaux, le fait que une grande partie peut-être sont retraités, les exigences sont différentes, et aussi le fait d'être parent est différent quand on n'a pas de jeunes enfants. Il y a encore des demandes, mais elles peuvent être différentes. Et aussi beaucoup l'importance de comment ces événements-là sont interprétés lorsqu'on a atteint cet âge de la sagesse peut-être, mais ça a une importance certaine. Hein? Donc je le disais tout à l'heure, se recentrer sur qui a de la valeur pour nous, je suis vers la fin, mais aussi, moi je sais que parfois quand je pense au vieillissement, il y a un apaisement que je ressens assez naturellement lorsque je me dis, mais j'y pense déjà, mais cette transmission que je suis en train de faire, ou de faire à mes enfants, hein, de donner, de transmettre des valeurs, et je me dis, ça sera à eux de continuer ce que j'ai commencé, et j'espère arriver à aller dans la bonne direction. Alors, c'est à ce moment-là, pour revenir aussi à la conscience de notre finitude, à la conscience que à un certain moment donné, il y aura le dernier chapitre de notre vie. Pour l'instant, c'est lié à justement à nous aider à se recentrer sur nos valeurs et à donner un sens à la vie. Alors, je trouvais que on trouvait que c'est aussi une note plus positive de terminer, quoique je sens peut-être un mot de la fin à dire. Et combien ça peut être intéressant de voir qu'à cet âge, c'est aussi un moment qui peut être merveilleux. Oui, très, très brièvement, merci beaucoup Isabelle. Ce tableau, ces données pour nous sont très révélatrices. Peut-être deux mots pour bien enfoncer le clou, deux problèmes avec le discours négatif sur le vieillissement et la mortalité même. Une première critique nous disant que si on veut passer au fond, d'une approche qui cherche à guérir de maladies, qui cherche à aider des personnes qui ont vécu des malheurs, de l'adversité, ainsi de suite, à une approche qui cherche à
augmenter ou améliorer ceux dont le fonctionnement est déjà bon. Évidemment, un des effets de ça va être d'augmenter des inégalités qui sont déjà très fortes maintenant. C'est pour ça que pour nous, on tient à ce que l'horizon de la recherche scientifique et des innovations soit encore de guérir, d'habileter, de ramener vers un fonctionnement le plus normal possible, et ainsi de suite, plutôt que d'améliorer en ceux pour qui ça va déjà bien. Et d'un point de vue plus individuel, une chose qu'on peut comprendre de ce graphique aussi, c'est que par rapport, bon, certains parlent d'une certaine angoisse par rapport à la mort et ainsi de suite, mais il est fort possible, hein, je pense que ce serait une hypothèse qui mériterait d'être testée, que ce que l'on redoute le plus, au fond, c'est pas tant la mortalité elle-même, mais c'est plutôt de mourir trop tôt, hein, mourir trop tôt. Donc cette angoisse-là peut être effectivement très incapacitante, et aussi de mal mourir, hein, c'est-à-dire qu'en fin de vie, que ça se passe mal étant donné soit l'isolement ou soit le contexte, hein, qui n'est pas approprié. Mais sur ces deux problèmes-là, on peut agir collectivement. Hein. Mourir trop tôt, bon, évidemment, il y a des drames, mais on peut toujours tenter de faire des recherches pour trouver des nouvelles façons de traiter, par exemple, hein, des maladies neurodégénératives, ou de trouver des thérapies contre des cancers, ainsi de suite, hein, mais l'horizon doit toujours être curatif, hein, ou thérapeutique, et par rapport à la peur de mal mourir, on peut se donner des politiques, hein, sociales, des politiques de santé qui font en sorte, hein, qu'on voudra offrir des bonnes conditions de vie, hein, jusqu'à la fin, et qu'il y a un éventail de choix aussi en fin de vie, hein, de bons soins palliatifs accessibles, la possibilité de l'aide médicale à mourir, hein, bien balisée, et d'offrir la possibilité, hein, d'avoir des choix, de pouvoir exercer son autonomie jusqu'à la fin. Je pense que ces différentes mesures peuvent atténuer ces craintes de partir trop tôt ou de mal mourir. Voilà, merci encore.